Avec Univers Gaïa, je prends soin de moi. Oui, bonsoir à tous, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission, cette 8e édition de l'émission À l'écoute de sa réalité, une émission d'1h30 proposée par Radio Univers Gaïa. Je suis Paul Pironnet avec mon compère Guillaume Andreu. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir en compagnie d'un invité d'honneur, Jacques Salomé, l'un des plus grands experts français des relations humaines et particulièrement de la vie amoureuse. Alors avant de démarrer cette émission concernant la technique, si vous rencontrez un problème de son, je vous invite à réactualiser la page de votre navigateur Internet. Sinon, sachez que vous retrouvez cette émission en podcast sur le site de la radio. Je vais maintenant laisser mon ami Guillaume nous dire quelques mots sur le sommaire de cette émission, dont le thème ce soir est « Voyage au pays de l'amour, comment passer d'une relation amoureuse à une relation de couple réussie ». Guillaume, merci. Merci Paul, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à Jacques. Alors, dans la première partie de cette émission, de 21h à 21h20, nous allons découvrir qui est Jacques Salomé, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, son identité, son chemin de vie, ce qui l'a amené à devenir qui il est aujourd'hui, c'est-à-dire ce grand monsieur psychosociologue spécialisé en relations humaines qui nous a livré ses pensées sur le sujet au travers d'un grand nombre de livres, puisqu'il a plus de 60 livres à son actif aujourd'hui. En deuxième partie, de 21h20 à 21h40, nous voyagerons au pays de l'amour, où nous découvrirons ces terres fertiles et complexes. Nous découvrirons pourquoi l'amour, qui arrive souvent sans crier gare, peut nous déstabiliser, et que tomber amoureux, ça peut faire mal. Nous verrons pourquoi il est difficile de faire rimer amour avec bonheur pour toujours, et qu'en matière d'amour, si l'on ne sait pas reconnaître le bon grain de livret, il sera difficile de cultiver une relation de couple épanouie et durable. En troisième partie, de 21h40 à 22h, nous découvrirons comment passer d'une relation amoureuse à une véritable relation de couple. Fort de plus de 50 ans d'expérience en tant que formateur en relations humaines, notre invité, Jacques Salomé, nous expliquera quelle est sa recette pour une bonne hygiène amoureuse et quels sont les ingrédients qu'il faut mettre dans cette recette. Puis, en dernière partie, entre 22h et 22h30, nous proposerons aux auditeurs de nous rejoindre en appelant à partir de 22h au standard de la radio au numéro 09 70 46 22 41, 09 70 46 22 41, pour poser vos questions à Jacques. Voilà. Mais avant de démarrer tout ça, je vais proposer à Paul de découvrir notre invité Jacques Salomé. Oui, donc merci mon ami Guillaume. Alors je rappelle le numéro à partir de 22h, notez-le bien, c'est le 09 70 46 22 41, 09 70 46 22 41 pour vos appels, nos échanges en direct avec Jacques. Alors bonsoir Jacques, ravi, très heureux de vous retrouver ce soir pour lancer cette huitième émission avec vous. Et j'ai envie de démarrer par une première question, mais alors qui ne concerne pas votre vie, on va dire plus sociale, votre identité plus sociale, mais plus votre identité d'homme. Et j'ai envie de vous poser la question suivante, qui êtes-vous ? Et à cette question, qu'est-ce que vous avez envie de me répondre, Jacques ? Eh bien, dire déjà que je suis un vieux monsieur de 78 ans, que j'ai une vie de plus de 3/4 de siècle à mon actif, et que si je suis devenu formateur en relations humaines, passionné même de relations humaines, c'est parce que j'étais longtemps un infirme de la communication. Et c'est un paradoxe, parce que j'étais psycho-machin chose, j'étais censé apprendre aux autres à mieux communiquer, à mieux être dans les relations essentielles de leur existence, mais pour ce qui concernait ma propre démarche, ma vie privée, ma vie personnelle, parce que je dis plus de vie privée, parce que ma grand-mère disait, chaque fois que j'entends parler de vie privée, je me demande toujours privée de quoi. Donc, je préfère parler de vie professionnelle et de vie personnelle. Alors voilà mon parcours, et que d'une certaine façon, au fond, je me suis mis au monde
et je dis cela avec beaucoup d'émotion. Je me suis mis au monde des relations humaines autour de 35 ans. Jusqu'à 35 ans. Qu'est-ce qui a pu se produire à ce moment-là pour que tout d'un coup, il y a eu cette ouverture, cette sensibilité au monde des relations humaines? Qu'est-ce qui a pu provoquer ça? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Est-ce qu'il y a eu une rencontre? Est-ce qu'il y a eu une expérience de vie particulière? Une séparation, une rupture amoureuse qui m'a beaucoup ébranlé, qui m'a poussé à m'interpeller et à sortir de ce piège très fréquent dans les relations de couple ou dans les relations tout court, l'accusation de l'autre. C'est ta faute, tu comprends rien, t'es jamais là, t'as toujours raison, on peut pas discuter avec toi. Ou au contraire, l'auto-accusation. Oui, mais moi, j'ai pas fait d'études comme toi. Toi, t'as des parents qui n'ont pas divorcé, moi les miens, etc. Donc, sortir de l'accusation, sortir de l'auto-accusation pour développer ce que j'appelle aujourd'hui la responsabilisation. Voilà, c'est moi j'ai été quitté et cela m'a réveillé. Parce qu'aujourd'hui, même si beaucoup de personnes, enfin bon, aujourd'hui c'est vrai qu'il y a par le biais d'Internet et la littérature qui est très abondante dans le domaine, mais j'imagine à l'époque, ça remonte quand même à quelques années, il a bien fallu à un moment donné que vous ayez peut-être un exemple ou quelque chose. Qu'est-ce qui était le vecteur de cette quête vers ces solutions humaines? Eh bien, la souffrance dont j'étais porteur et le désarroi qui était le mien. Ça veut dire que je dirigeais à ce moment-là une maison d'enfants, j'étais directeur d'un centre pour jeunes délinquants, dont j'étais au cœur même d'un certain nombre déjà de conflits, de problèmes, de relations dans lesquelles l'agressivité de ces jeunes adolescents était toujours à fleur de peau. Et étant en difficulté sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, je ne pouvais pas continuer comme ça. J'étais dans la survie, je n'étais plus dans la vie. Alors l'élément déclencheur, et ça a été le regard de mes enfants, ça c'est très important. Je suis le père de 5 enfants et c'est eux aussi d'une certaine façon qui m'ont aidé, qui m'ont mis au monde des relations humaines. Donc j'ai appris à être père, ensuite j'ai appris à redevenir un partenaire amoureux, à redevenir un partenaire, un collaborateur professionnel plus ou moins buvable, plus ou moins passable, pour m'inscrire comme ça dans un cheminement d'interrogation. Alors, la première porte, c'était la psychanalyse, donc j'ai fait une tranche de psychanalyse, et puis j'ai découvert un outil extraordinaire qui s'appelait le psychodrame, et là, j'ai suivi donc une formation en psychodrame qui m'a beaucoup éclairé. Et un événement qui a été très très important également dans mon existence, c'est que j'ai eu la chance d'avoir une bourse d'études pour le Québec, une bourse d'études donnée d'ailleurs par le Conseil des arts d'Ottawa, c'est assez rare que des Français reçoivent comme ça des bourses d'études, ils en donnent souvent pour aller étudier au Québec. Et là, j'ai découvert ce qu'on appelle aujourd'hui tout le courant de la psychologie humaniste. Moi, j'étais un enfant de la psychanalyse, l'inconscient, les mots, l'écoute du silence, l'écoute des actes manqués, etc. Et d'un seul coup, je découvre le langage du corps. J'ai fait de la bioénergie, j'ai fait du rêve éveillé, j'ai fait du rebirthing. Quand je dis j'ai fait, ça a l'air d'être un peu consumériste, mais je veux dire par là que je me suis avancé sur ces chemins pour découvrir, au fond, qui j'étais vraiment, qui j'étais comme homme, pour, je le dis à nouveau, pour me mettre au monde, donc autour de 35, 36 ans. Voilà. Et alors, quand vous dites justement que vous vous êtes mis au monde, il semblerait que vous vous êtes mis au monde à plusieurs reprises dans votre vie. C'est-à-dire qu'il y a eu comme si vous aviez eu plusieurs naissances, puisque vous avez eu dans votre enfance, comme vous disiez tout à l'heure, vous vous sentiez un petit peu infirme des relations à l'autre. Et puis il y a comme ça un certain nombre de moments où donc vous avez eu des nouvelles naissances, on va dire. Est-ce que vous pouvez comme ça nous retracer, parce que celle de 35 ans, c'est celle qui vous a fait basculer ensuite peut-être dans je dirais l'activité professionnelle que vous avez aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a eu des prises de conscience avant ça?
tout à fait, mais des prises de conscience, mais attention, comme disait ma grand-mère, la prise de conscience est nécessaire, mais pas toujours suffisante. Elle me disait, j'ai pris conscience que le pneu arrière de mon vélo était crevé, c'est curieux, ça l'a pas regonflé. Donc voyez-vous, il ne suffit pas, il ne suffit pas d'avoir des prises de conscience, encore faut-il qu'elles s'inscrivent comme cela dans un courant relationnel, dans un tissu d'échange, dans un tissu de partage. Alors vous avez raison de me rappeler que une des naissances importantes dans ma vie, c'était à 9 ans, quand je suis tombé malade, comme on dit. J'ai passé 5 ans de ma vie dans le plâtre, des chevilles jusqu'au cou, et là, alors je suis né à la lecture, moi je viens de milieu acculturé, ma mère faisait des ménages, il n'y avait pas de livres à la maison, il y avait La vie des saints en 2 volumes et un Larousse médical, vieux comme Mathusalem, mais dont étant en sanatorium, j'ai découvert la lecture, je suis né à l'imaginaire, l'incroyable pouvoir de l'imaginaire. Ouais. J'étais Michel Strogoff, j'étais le dernier des Mohicans, j'étais Cro-Blanc. Enfin, sur mon lit de sanatorium, j'ai voyagé dans ma tête, dans le monde entier. Je m'identifiais et je pense d'ailleurs que c'est ça qui m'a sauvé la vie. C'est la lecture, l'écriture est venue beaucoup plus tard, la lecture, le pouvoir de l'imaginaire et surtout également la qualité des relations. Je suis resté, vous savez, 5 ans dans la même chambre avec 4 camarades, toujours les mêmes. Je suis un de ceux qui est parti le premier d'ailleurs. Les autres sont restés, des fois même grabataires à vie sur leur lit d'hôpital ou de sanatorium. Eh bien, j'ai découvert la richesse de la relation. Qu'est-ce que c'est qu'être relié sans être attaché? Qu'est-ce que c'est que d'être euh, écoutant, d'être parlant, d'avoir une oreille à l'autre bout, qui peut m'entendre sans porter de jugement de valeur, qui peut me recevoir, m'accepter inconditionnellement, c'est-à-dire tel que j'étais. Alors voilà, ça c'est des naissances importantes. Bien, plus tard, bien sûr, je suis né, j'ai eu une période où je suis devenu sculpteur. Ça a été également une naissance importante. Je suis né, je ne vais pas dire à l'art, mais à la créativité, c'est-à-dire sortir de mes mains. Là, je faisais de la sculpture sur bois, de la sculpture sur métal, un peu de sculpture sur pierre. Et j'ai eu un maître qui était un sculpteur grec qui m'a considéré un peu, qui avait 20 ans, 25 ans de plus que moi, qui me considérait un peu comme un de ses enfants et qui m'a mis au monde, qui a changé mon regard. J'ai découvert la beauté, j'ai découvert la possibilité et une possibilité incroyable, celle de transformer la matière dans un bloc de pierre, bien de sortir un corps de femme, ou une main, ou un visage, ou simplement une silhouette qui va comme ça naître du chaos d'une pierre. Et maintenant, vous aidez les autres à sculpter leur propre vie, leur propre relation. Et Voilà. ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de ce que vous dites, et au travers de ces différentes naissances, finalement, on peut s'apercevoir qu'une identité n'est pas figée et que quelqu'un qui a peut-être, je dirais, développé dans sa vie ou n'a pas eu l'occasion de développer dans sa vie certaines qualités ou voilà, certaines choses intéressantes chez lui ou importantes à réaliser, peut le faire. Parce qu'il y a comme ça dans la vie plein de moments où on a la possibilité de changer un petit peu de chemin ou en tout cas de se remettre sur sa voie, sur la voie qui est la sienne. Tout à fait, je vous rejoins tout à fait. Nous avons en nous des potentialités incroyables que nous n'exploitons pas toujours, des possibilités d'être, des possibilités de créer, des possibilités de s'engager. Nous sommes des êtres multiples et ce n'est pas négatif cela. Alors nous avons besoin de cohérence, c'est vrai, nous avons besoin de nous réunifier, de nous réconcilier souvent avec différentes parties de notre histoire, mais nous avons des potentialités incroyables et ça j'en ai la confirmation tous les jours. Bon, moi je suis né à l'écriture à 35, 36 ans. Après cette rupture amoureuse, là, j'ai commencé à écrire mon premier livre. C'était un roman qui est d'ailleurs 42 ans plus tard est toujours réédité. Et je suis né à l'écriture, c'est-à-dire à cette possibilité de m'agrandir et surtout de découvrir qu'un livre a toujours 2 auteurs, celui qui l'écrit, celui qui le lit. Donc chez moi, j'ai des millions de co-auteurs qui d'une certaine façon, m'accompagnent dans ce travail, par exemple, d'écriture. Mmh. En tout cas, ce qui est touchant dans votre histoire, Jacques, c'est qu'on voit que à la fois vous avez su, par ces difficultés que vous avez dû traverser,
vous ouvrir à cette richesse qu'offre la relation, à un point vraiment étonnant, quoi, et en même temps à cette sensibilité de création, que ce soit à travers l'art ou à travers ensuite ce que vous avez pu, pu faire évoluer dans votre vie à travers ces différentes naissances. Et justement, ce premier roman là, qui vous a lancé quand même dans une nouvelle carrière, et qui n'a pas été des moindres, parce que ce premier roman a été suivi d'un grand nombre d'autres ouvrages. Ce premier roman, qu'est-ce qui, moi, c'est ça qui m'intéresse de savoir. Qu'est-ce qui a été le virage, l'éclairage, qu'est-ce qui a révélé en vous ce don d'écriture? Eh bien, c'est d'abord, je croyais que je ne savais pas écrire parce que j'étais un cancre à l'école, j'étais le dernier de la classe, donc je pensais que j'étais très démuni sur ce plan-là. Je faisais beaucoup de fautes d'orthographe en particulier, bon, qu'importe. Mais en écrivant, autrement dit, j'ai tenté d'écrire l'histoire de cet amour et surtout l'histoire également de cette séparation. Comme beaucoup d'ailleurs de livres, de premiers livres, vous le savez, c'est un livre qui a été thérapeutique, qui d'une certaine façon m'a sauvé la vie. Mais il se trouve que j'ai pu rassembler dans cette écriture-là, eh bien, vous voyez, on était déjà dans le domaine de l'amour, des choses essentielles sur l'amour, qui ont touché beaucoup de gens. Je vais vous dire, j'ai reçu plus de 12 000 lettres en 40 ans, hein, mais 12 000 lettres à la suite de ces livres de gens qui se sont beaucoup reconnus, qui se sont identifiés à cet être qui a été amoureux, qui a été ensuite abandonné, qui était en recherche, qui cherchait à comprendre ce qui lui arrivait, qui cherchait au fond à redevenir aussi. Parce que vous savez que quand on est quitté, on devient un objet. Celui qui nous quitte reste un sujet. Il décide de nous quitter, de ne plus vivre avec nous, de renoncer à la relation conjugale ou amoureuse, qu'importe. Et donc, d'une certaine façon, nous transforme en objet. Et donc, il faut se réapproprier, il faut se reconstruire comme sujet. Et ça peut mettre souvent des années. On appelle ça faire le deuil d'une séparation, d'une rupture. Mais moi, j'axe cela surtout sur cette démarche de étant chosifié, devenant un objet, parce qu'on veut rester avec l'autre, mais l'autre ne veut pas rester avec nous, donc nous lâche, nous quitte, nous rejette, nous abandonne. Eh bien, se réapproprier un pouvoir de vie en redevenant un sujet, et un sujet qui, à nouveau, peut être capable d'aimer dans une autre direction, peut être capable d'être aimé, même si on n'a plus été aimé par celui ou celle qui nous a quittés. Donc, voilà toute cette démarche de conscientisation qui a été mes premiers livres, et mon deuxième livre a été d'ailleurs un livre sur le couple, où j'ai tenté de réunir eh bien justement, les expériences un peu catastrophiques qui avaient parsemé ma vie de couple pour en tirer un éclairage, pour en tirer un enseignement. Ce livre qui s'appelle Parle-moi, j'ai des choses à te dire, c'est un titre un peu paradoxal, a eu un incroyable succès, je crois qu'il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, dont il a touché également beaucoup, beaucoup de monde. Alors voilà comment ça a démarré. Ensuite eh bien, j'ai écrit dans les différents domaines où j'étais en difficulté. J'avais des difficultés comme père, je m'en sortais pas très bien avec mes enfants, donc j'ai essayé d'approfondir qu'est-ce que c'était qu'une relation parent-enfant qui pouvait être acceptable, qui pouvait être porteuse de créativité, porteuse d'épanouissement, et pour les enfants et pour les parents. Ce qui est intéressant, encore une fois, dans votre parcours, c'est vraiment l'exploitation des difficultés comme source de création et donc de partage. On retrouve encore cette dimension de relation et qui a fait probablement qu'après, vous avez eu envie d'aller vers, j'imagine, même la formation et l'enseignement, puisque vous avez passé énormément d'années, en fait, à retransmettre Tout à fait. tous ces outils. Hein, et comment, d'ailleurs, en quelle année ça a démarré pour vous l'animation, comme ça, le fait d'être porté par cette ambition de retransmettre? Alors j'ai accepté dans les années 68, j'ai accepté un poste de professeur dans un institut universitaire de formation des travailleurs sociaux. Ça, c'était ma première ouverture pour tenter de transmettre ce que j'avais moi-même découvert. Mais ça, c'est très important comme démarche, parce que ce que j'avais découvert, c'était dans le désordre, c'était avec des hauts et des bas, dans une sorte
à la fois de chaos, d'éblouissement, d'émerveillement personnel ou de doute. Et puis le fait d'avoir le retransmettre suppose, voyez-vous, d'organiser, de créer une méthodologie de la transmission. J'avais découvert des choses pour moi-même que je pouvais mettre en application dans ma propre existence, mais j'ai éprouvé le besoin d'en faire profiter les autres et de le retransmettre. Donc, je suis devenu professeur. Ensuite, j'étais chargé de cours à l'université. Et c'est pendant cette période-là où je disposais de beaucoup de temps, parce que quand on est universitaire, on a 4 heures d'enseignement par semaine. Bon, bien sûr, il y a toute la recherche, il y a toute l'écriture d'articles, de livres, etc., mais qui sont en parallèle au travail d'universitaire-chercheur. Et c'est là que j'ai souhaité devenir formateur, c'est-à-dire sortir quand même du professorat pour devenir formateur. Pour moi, au fond, se former aux relations humaines, c'est devenir un agent de changement. Un agent de changement dans un premier temps pour soi-même et bien sûr dans un deuxième temps, un agent de changement pour autrui. Et donc c'est ce passage-là de professeur à devenir formateur où j'ai commencé à animer des sessions de formation, des petits groupes de 15-20 personnes, mais surtout des groupes qui n'étaient pas imposés. Ça veut dire, quand vous êtes professeur à l'université ou dans un établissement d'enseignement, eh bien, les gens vont subir ou supporter vos cours parce que vous êtes dans le programme, etc. Mais en devenant formateur, je proposais des sessions de formation qui fait que des gens devenaient demandeurs, adhéraient, s'inscrivaient, payés d'ailleurs pour se former, etc. Et donc ça change complètement la dynamique relationnelle. Il y a la puissance du partage, de la transmission, avec aussi tout l'enjeu des résistances, tout l'enjeu, parce que se former aux relations humaines, c'est rencontrer aussi parfois beaucoup d'opposition, beaucoup de résistance, et qui font partie du processus de formation. Et oui, et d'ailleurs, on peut témoigner avec Paul, puisque étant nous-mêmes formateurs en relations humaines, on connaît bien le métier. Et d'ailleurs, on peut vous témoigner, enfin en tout cas, moi je peux vous témoigner tout mon respect par rapport à votre immense carrière, à votre grande carrière. Quelque part, vous êtes un petit peu comme une idole pour nous, finalement. Merci. Un petit peu comme le Johnny Hallyday, le taulier du développement personnel. Si on peut dire ça. Je ne sais pas si on peut dire que j'étais un précurseur, mais c'est vrai que à l'époque où j'ai commencé, dans les années 65, 70, eh bien, nous étions peu nombreux à tenter comme ça cette ouverture, parce que il faut rappeler pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être plus jeunes que nous, que il y avait à l'époque une sorte d'impérialisme de la psychanalyse. Moi, à l'université, on nous disait carrément, écoute, si tu n'as pas fait une analyse, une psychanalyse, on ne peut pas discuter avec toi. C'est que, vous voyez, donc il y avait une sorte d'impérialisme et il a fallu sortir. Alors c'est une démarche formidable, hein, la démarche psychanalytique, les thérapies autour de la psychanalyse, mais une démarche qui, je le rappelle, car ça il faut le dire, les grandes thérapies ont été inventées en fonction de la pathologie de leur inventaire. Tonton Freud, qui était phobique, a inventé des thérapies où il était derrière le patient, on ne touchait pas, il n'était pas vu, il contrôlait totalement la situation, et c'est une excellente thérapie pour une tranche de problème, mais qui ne touche pas à une strate au-dessus ou une strate en dessous. C'est pour ça que depuis, l'éventail thérapeutique s'est largement ouvert et sont venus des grands noms qui ont François Dolto, Boris Cyrulnik par exemple, Guy Corneau, Elisabeth Filiosa et bien d'autres qui sont entrés dans le courant de la formation et qui chacun a apporté un petit caillou blanc, une petite pierre à cette construction pour un meilleur être, une meilleure façon d'être, au fond pour apprendre à devenir un meilleur compagnon pour soi-même et par là même pour autrui. Écoutez, merci Jacques, en tout cas pour cette première grande partie sur votre parcours. Alors on va faire une petite pause musicale, mais juste avant cette deuxième partie, Guillaume, je te propose, si tu veux bien, de nous rappeler la suite de justement le contenu de cette deuxième partie. Alors justement, donc en deuxième partie, nous allons donc aller voyager au pays de l'amour, où nous découvrirons donc cette terre fertile et complexe qu'est le pays de l'amour. Nous découvrirons pourquoi l'amour, qui arrive souvent sans crier gare, peut nous déstabiliser et que tomber amoureux, ça peut faire mal. Nous verrons pourquoi il est difficile de faire rimer amour avec bonheur pour toujours
et qu'en matière d'amour, si l'on ne sait pas reconnaître le bon grain de l'ivraie, il sera difficile de cultiver une relation de couple épanouie et durable. Donc je vous donne rendez-vous dans une minute et demie pour la suite de l'émission. Merci, à tout de suite. Oui, reprise donc toujours ensemble avec notre invité d'honneur ce soir, Jacques Salomé, une émission à l'écho de sa réalité proposée par Univers Gaïa. Alors Guillaume, nous allons aborder cette deuxième partie centrée bien sûr sur la découverte de ces espaces amoureux. Alors Guillaume, tu veux bien nous redire en quelques mots alors ce que nous allons aborder ensemble? Bah écoute, donc on va demander donc à Jacques de nous parler un petit peu justement de sa vision de sa vision de l'amour et de nous dire un peu voilà comment il peut nous décrire cet aspect de la vie qui est je dirais fondamental et qui en même temps est complexe et parfois nous fait vivre des moments un peu difficiles. Donc j'aimerais simplement Jacques vous demander est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'amour, mais surtout de l'amour, je dirais, dans le cadre des relations de couple ou des relations amoureuses. Tout à fait. Alors déjà rappeler qu'il y a des millions de livres qui ont été écrits sur l'amour, ce qui fait que, au fond, chacun d'entre nous a une idée de ce qu'est l'amour. Mais le piège, c'est que chacun d'entre nous, quand il parle d'amour, dit au fond comment lui, il souhaiterait que soit l'amour. Et ce qui va donner lieu donc un certain nombre de désillusions et de difficultés. Alors j'ai 78 ans, j'ai traversé quelques tempêtes amoureuses et voici où c'est que j'en suis sur ce thème important. D'abord rappeler qu'il n'y a que 4 sentiments d'amour. L'amour parental, l'amour des parents à l'égard des enfants. Et ça, c'est un amour très particulier. C'est un amour qui est donné pour qu'un jour nos enfants puissent nous quitter sans culpabilité, qui est donc très différent de l'amour amoureux que nous donnons à quelqu'un pour rester le plus longtemps possible ensemble. Ça, c'est très important de le dire, parce que ça veut dire que chacun d'entre nous va commencer sa vie amoureuse sans avoir de modèle. Et ceux qui tentent d'appliquer le modèle parental au modèle de la relation amoureuse, eh bien, ils vont au casse-pipe, ils vont se planter. Alors, il y a l'amour parental, l'amour des parents pour les enfants, l'amour filial, l'amour des enfants pour les parents, l'amour amoureux et un amour très important, l'amour de soi. Pas l'amour narcissique, moi je suis le plus beau, le plus intelligent, mais un amour de bienveillance, un amour de tolérance, un amour de respect dont nous avons besoin chacun d'entre nous à l'égard de nous-mêmes. Et de là va découler une règle fondamentale: si je ne m'aime pas, je serai en difficulté d'aimer. Si je ne m'aime pas, je serai dans le besoin d'être aimé. Et j'aurais beau dire à l'autre, je t'aime, ça voudra dire aime-moi, ne me quitte pas, n'aime que moi, etc. Et ça débouche sur des relations terroristes. Alors après ce préambule, un deuxième préambule, c'est que en français, un des malentendus les plus fréquents, c'est d'utiliser le langage des sentiments pour nommer ce qui est de l'ordre des ressentis. J'entends souvent des gens dire « j'ai un sentiment de colère, un sentiment d'irritation ». Non, ce n'est pas un sentiment, ça. C'est un ressenti. Ce qu'il va falloir, dont il faudra apprendre aux parents à ne plus dire à leurs enfants « j'aimerais que tu fasses ta chambre, j'aimerais que tu prennes ta douche, j'aimerais que tu fasses tes devoirs le vendredi soir plutôt que d'attendre le dimanche soir, etc. » Il faudrait que les parents apprennent à ne pas utiliser le langage de l'amour pour des choses qui n'ont rien à voir avec l'amour. Parce que ça a des conséquences plus graves qu'on ne le croit. C'est que ça coupe, ça sépare et ça crée un certain nombre de malentendus pour tout ce qui touche à l'amour. Alors on me demande souvent, mais alors Jacques Salomé, c'est quoi pour vous l'amour? Alors je vais vous dire où c'est que j'en suis à 78 ans. Je crois que l'amour est d'ordre vibratoire. Je crois que si je suis en amour, j'ai une vibration en moi, je la mets du côté du cœur pour donner une image symbolique, j'ai une vibration en direction d'une personne, et pas deux ou trois personnes, en direction d'une seule personne, avec l'espoir bien sûr que chez cette personne, il y ait également
une vibration dans ma direction. Ça s'appelle l'amour en réciprocité. Une vibration vers l'un qui rencontre une vibration de l'autre. Et quand ces deux vibrations, telles deux notes de musique, vont s'accorder, vont s'harmoniser et faire du Mozart, du Jean-Sébastien Bach ou du Jean-Jacques Goldman, eh bien, c'est ce que je souhaite à tous ceux qui m'écoutent, de rencontrer au moins cela une fois dans leur vie. Une vibration qui rencontre notre vibration, qui s'accorde. Et je vais vous dire les chiffres, à peine, 12 à 15% des couples vivent ce que j'appelle aujourd'hui un amour en réciprocité. Ce qui va nous faire... Oui, allez-y. Alors justement, par rapport à cette vision de l'amour, donc si je reprends un petit peu ce que vous dites, donc il y a déjà pour commencer l'amour des parents vers l'enfant, l'amour de l'enfant vers les parents. Si l'enfant a suffisamment développé d'amour de soi, peut-être s'il a développé cet amour de soi aussi par rapport à la qualité de l'amour, je dirais presque inconditionnel qu'il a pu recevoir de ses parents, ou en tout cas un amour bienveillant de la part de ses parents. S'il a développé suffisamment d'amour de soi, il va peut-être ensuite pouvoir espérer aimer quelqu'un d'autre, et pour ça il faut qu'il quelque part qu'il vibre d'amour, et qu'un jour il puisse rentrer en résonance avec quelqu'un qui vibre d'amour également pour lui, c'est que ces deux personnes rentrent en résonance l'une avec l'autre. Oui. Donc là j'espère que je résume à peu près bien ce que vous avez dit, et puis si c'est le cas, on va pouvoir vivre donc ce fameux grand amour que l'on espère tous vivre. Seulement, c'est pas toujours le cas, puisque comme vous dites, il y a qu'un pourcentage réduit de gens qui, je dirais, de façon très naturelle, arrivent à avoir cette rencontre et à vivre ce grand amour. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les autres ? Est-ce qu'on se trompe parfois sur le sentiment qu'on a pour les gens ? Est-ce que parfois on n'essaye pas d'aimer quelqu'un à tout prix alors que finalement on n'est pas fait l'un pour l'autre ? Non, ça c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a 3 mystères dans l'amour. Et ça, je pense qu'on devrait un jour l'apprendre à l'école, à nos enfants. Parce qu'on les envoie au casse-pipe, on les envoie vers beaucoup de souffrances. Un des premiers mystères, c'est que je ne peux pas me dicter à mes sentiments. Vous voyez, vous disiez, est-ce qu'on va s'obliger ou je ne peux pas me dire d'aimer telle personne si je l'aime pas. Je ne peux pas dire à cette personne de m'aimer si elle ne m'aime pas. Donc et ça m'a appris beaucoup, ce que j'appellerais l'humanitude. Ça m'a appris la modestie, ça m'a appris l'humilité, que je n'ai pas de pouvoir sur les sentiments qui sont les miens, je n'ai pas de pouvoir sur les sentiments de l'autre. Deuxième mystère de l'amour. Nul ne sait à l'avance la durée de vie de l'amour. Je rencontre cette femme, je suis amoureux fou, et je ne sais pas si l'amour qu'il y a en moi a une durée de vie de 40 ans, de 10 ans, de 3 ans ou de 6 mois. Et je ne sais pas non plus elle-même. Et c'est pour ça que quand on dit « je t'aimerai toujours », c'est la première des escroqueries amoureuses. Car comment peut-on dire à quelqu'un qu'on l'aimera toujours ? Car on ne sait pas l'homme ou la femme qu'on sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Donc déjà, relativiser. Et c'est pour ça que le troisième grand mystère, c'est qu'il faut vivre l'amour au présent. Ne pas attendre la retraite, ne pas attendre dimanche prochain, ne pas attendre les prochaines vacances. Il faut vivre l'amour au présent, car je le répète, nul ne sait à l'avance la durée de vie de l'amour. Alors ça, c'est les prémices. Et puis, ce que vous me demandez, qu'est-ce que vont rencontrer les gens ? Eh bien, à peu près 80% des gens vont rencontrer ce que j'appelle des pseudo-amours. Je vais vous en dire 2 ou 3 pseudo-amours. L'un aime quelqu'un qui se laisse aimer. Donc, ils vont créer un couple, ces deux personnes. Mais au bout de 10 ans, 5 ans, 8 ans, il y en a un des deux qui va découvrir qu'il est le seul à aimer, que l'autre se contente simplement d'être aimé. Ça, c'est un pseudo-amour important, c'est-à-dire que l'autre vous dira « je t'aime », mais en fait, ce qu'il aime, c'est l'amour que vous avez pour lui. Qu'on lui porte, oui. Voilà. Alors, il y a également des amours. Voilà. Il y a des amours de peur également. On dit je t'aime, et ça veut dire surtout ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas, ne regarde pas. Voilà. Est-ce que toi une recherche sans arrêt de confirmation. Voilà. Et puis il y a un amour terrible qui est ce que j'appelle les amours de compensation. Je vais attendre de l'autre qu'il me donne l'amour que ma mère ou mon père aurait dû me donner. Et ça, c'est un vrai drame dans un couple. Et je vais vous dire les chiffres.
entre 25% à 30% des couples se trouvent dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que offre un amour à l'autre dont l'autre ne veut pas, puisque l'autre attend de lui un amour qu'il n'a pas. Je ne sais pas si j'ai été trop vite. Oui. Voilà, ça veut dire, c'est comme si moi j'attendais de ma blonde, qui est brune d'ailleurs, qu'elle me donne l'amour que ma mère, par exemple, aurait dû me donner et ne m'a pas donné. Alors, elle va me donner en abondance l'amour qu'elle a, mais je n'en veux pas, parce que j'attends d'elle autre chose que ce qu'elle me donne. Et ce n'est qu'après avoir, voyez-vous, démystifié comme ça, et ça arrive dans toute vie amoureuse. On va rencontrer, on va trébucher, on va se confronter, sans toujours le savoir aussi clairement que je l'énonce, à ce que j'appelle des pseudo-amours. Alors, parfois, par contre, moi j'ai l'impression qu'on peut effectivement rencontrer quelqu'un pour qui on a un véritable sentiment d'amour. Peut-être que la personne partage aussi ce sentiment d'amour avec nous, mais là où ça va commencer à se compliquer, c'est peut-être plutôt dans la façon de communiquer l'un avec l'autre, dans la façon d'exprimer ses besoins, dans la façon d'oser se dévoiler ou d'oser être qui on est vraiment. Sans vouloir se masquer derrière une image, etc. Donc il y a toute cette, je dirais, cette authenticité, cette capacité aussi à demander à l'autre, cette capacité à s'affirmer auprès de l'autre pour dire oui, pour dire non, et faire des choix, etc. Donc est-ce que ça, c'est pas aussi quelque chose qui va, à un moment donné, détériorer une relation d'amour qui pourrait être belle et qui finalement va peut-être être mal cultivée, je dirais. Je vous rejoins totalement. Ça veut dire que, et ça il faut le dire à ceux qui nous écoutent, ce n'est pas l'amour qui maintient deux êtres ensemble dans la durée, c'est la qualité de la relation. La qualité de la relation avec laquelle chacun des deux va tenter de nourrir, vivifier, dynamiser les sentiments qu'il y a en lui en direction de l'autre et nourrir, dynamiser, vivifier les sentiments qu'il reçoit de l'autre. Vous voyez ce double mouvement d'échange, de partage, d'amplification. Alors là, on arrive au cœur même, mais c'est peut-être déjà, c'était la troisième partie de votre programme. Au fond, comment passer de la rencontre amoureuse à la relation de couple? Car vous avez dit le mot tout à l'heure, les ingrédients, les éléments qui président à la rencontre amoureuse n'ont rien à voir avec ceux qui devraient être présents, qui devraient être partie prenante dans la relation de couple. Alors si vous le permettez, je mets quelques mots. Hein, oui. Oui, je vais vous laisser continuer, allez-y. Alors, ce qui préside à la rencontre amoureuse. Premièrement, l'attirance. Qu'est-ce qui fait que je suis attiré, et pas uniquement par la poitrine, par les fesses, ou par, même si ça m'intéresse beaucoup, par un aspect de l'autre, car vous voyez autour de vous, toutes les femmes ne sont pas Marilyn Monroe, et tous les hommes ne sont pas Robert Redford, ou des acteurs de cinéma. Donc, qu'est-ce qui m'attire chez cette personne? Et je ne serai pas attiré par une autre qui pourtant a les mêmes signes, a les mêmes composantes, des yeux bleus, une belle poitrine, etc., ou un sourire lumineux, dont l'attirance. Et bien sûr, l'attirance en réciprocité. Là aussi, c'est plus rare qu'on ne le croit. Mais restons positifs. Attirance chez l'un, attirance chez l'autre. Deuxièmement, les affinités. Mais on peut avoir des affinités différentes. Elle aime la montagne, moi j'aime la mer. Je vais lui faire découvrir les merveilles de la mer. Elle me fait découvrir les merveilles de la montagne, etc. Donc, ou les livres de Jacques Salomé, ou les films de Woody Allen, ou une passion pour le basket, qu'importe. Hein. Donc c'est se découvrir, apprendre à aimer et accepter la différence de l'autre et à rentrer dans son monde. Hein, voilà. Et on peut aimer l'opéra, mais elle aime le bel canto et moi j'adore Wagner et elle s'endort à Wagner. Bon, mais c'est pas grave tout cela. Au moins on met des mots, on essaie de se dynamiser par nos coups de cœur, par nos enthousiasmes pour la peinture, la musique, un sport quelconque. Voilà. Attirance, affinité, le désir. Là, le désir, il n'est pas toujours présent en même temps chez l'un et chez l'autre. Et puis, il y a beaucoup de désirs, il n'y a pas que le désir sexuel, mais le désir de vivre ensemble, le désir
ou de ne pas vivre ensemble, de vivre sur deux territoires différents. C'est ce que moi je vis par exemple dans ma vie avec ma compagne. Nous vivons sur deux territoires différents. Je l'invite sur mon territoire, elle m'invite sur le sien, et nous avons comme ça des temps de cohabitation, des temps de partage, des temps d'éblouissement, d'émerveillement mutuel, mais limité dans le temps. Donc, où en sommes-nous au niveau des désirs? Bien sûr, il y a le désir sexuel qui n'est pas toujours présent chez l'un et chez l'autre au même moment, et ce qui donnera lieu plus tard à des souffrances dans la vie sexuelle. Et je le dis tout de suite pour ceux qui m'écoutent, les hommes sont trop pressés, ils vont trop vite, parce que les femmes devraient les rassurer. Les hommes ont peur de perdre l'érection, c'est pour ça qu'ils vont trop vite. Mais c'est pas grave de perdre l'érection, elle va revenir dans 1 heure, dans 2 heures ou demain matin, c'est pas grave. Les femmes sont suffisamment ouvertes et patientes vis-à-vis, elles ne se sentent pas nécessairement blessées quand l'autre, eh bien, n'a pas une érection dans leur direction. Donc, il va falloir parler de cela. Et puis alors, bien sûr, la question des sentiments, nous avons déjà parlé, avec l'espoir, bien sûr, qu'il y ait des sentiments en réciprocité. Et puis, ce qui préside à la rencontre amoureuse, et ça, tout le monde l'oublie, ce sont les choix inconscients. Malheureusement, nous allons les découvrir, ces choix, 20 ans, 30 ans plus tard, souvent après une séparation ou dans la finitude de la vie conjugale, etc. Qu'est-ce qui fait que j'ai été attiré? Alors, je vais le dire avec beaucoup de simplicité. Qu'est-ce qui fait que j'ai été attiré par celle qui est devenue la mère de mes enfants? Je l'ai compris ça 20 ans plus tard. Elle avait un petit sourire, elle avait un pli des lèvres sur le côté gauche de sa bouche qui m'a attiré irrésistiblement. Et je l'ai découvert plus tard parce que ça me faisait penser à ma maîtresse d'école du CM2, qui a été la première enseignante à m'accepter inconditionnellement. Et ça voulait dire que j'attendais de cette femme qu'elle m'accepte inconditionnellement. Ce qu'elle a fait dans un premier temps. Mais 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, elle commençait à voir mes défauts, elle commençait à me critiquer, elle ne m'acceptait plus inconditionnellement. Et ça, c'est très important de le dire. Ce sont les choix inconscients qui vont nous attirer et qui, quelques années plus tard, risquent de nous séparer parce qu'ils ne répondent plus à nos attentes inconscientes chez l'un ou chez l'autre. Et oui, alors tout à fait. Donc nos blessures respectives vont faire peut-être qu'on va s'attirer, qu'on va finalement peut-être parfois attirer ce qu'on aime chez l'autre, et peut-être même des fois ce qu'on n'aime pas. Alors justement, par rapport à ça, parce que là, on va ensuite faire on va ensuite rentrer dans la troisième partie, où on va rentrer un petit peu plus dans la partie, je dirais, des approches ou des techniques que l'on peut utiliser. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que finalement, beaucoup de gens, moi je le vois quand on est en formation ou en conférence, beaucoup de gens pensent que l'amour ou une relation amoureuse, ça doit être quelque chose de simple, de fluide, de naturel. On pense que l'autre va faire de la lecture de pensée et comprendre nos moindres désirs, on aimerait en tout cas que l'autre nous comprenne dans ce qu'on est, dans nos intentions, dans ce qu'on veut, etc. Et finalement, parfois, on prend pas vraiment le temps de préparer, ou je dirais un terreau suffisamment riche pour que la relation puisse pousser, je dirais, correctement. Donc, ce que j'aimerais qu'on aborde derrière avec vous, si vous voulez bien, en troisième partie d'émission, c'est justement comment cultiver ce terreau et comment faire pour, je dirais, appliquer peut-être certaines techniques, ou en tout cas utiliser des moyens qui permettent de pouvoir renforcer la relation de couple. Est-ce que Alors, c'est la partie qu'on va pouvoir... Même si je ne me reconnais pas, même si je ne me reconnais pas dans les mots techniques, moyens, etc., parce qu'il ne s'agit pas de technique. Il s'agit d'une certaine façon de prendre conscience d'un certain nombre de règles d'hygiène relationnelle. Je tiens beaucoup à ce mot. Règles d'hygiène relationnelle qui vont soit, si elles sont mises en pratique, dynamiser, renforcer la relation de couple, la consolider, la structurer, soit au contraire, si elles ne sont pas mises en œuvre, la fragiliser, et va faire que 10 ans, 15 ans plus tard, on se retrouve l'un côté de l'autre et on se demande « mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là ?» On n'arrive plus à partager quelque chose. Alors, Très bien, Jacques. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde cette partie après la petite pause. On va se faire une petite pause respiration musicale, et puis on verra ensemble donc cette troisième partie, si vous le voulez bien,
donc qui concerne donc la recette pour mettre en place une bonne hygiène amoureuse dans une relation. Ok, merci Guillaume. On va donc effectivement effectuer cette petite pause musicale et puis ensuite chacun des auditeurs pourra aussi commencer aussi à intervenir. Si jamais vous avez envie, vous êtes impatient d'appeler, nous vous rappelons le numéro de téléphone pour la fin pour la troisième grande partie de cette émission qui est le 09 70 46 22 41 09 70 46 22 41. On se fait une petite pause musicale et puis on retrouve Jacques pour justement toutes ces règles relationnelles qui peuvent effectivement améliorer notre relation, notamment notre relation de couple. Merci à vous et à tout de suite. Oui, encore avec nous ce soir. Merci à vous tous de nous écouter. Ce soir avec donc Jacques Salomé, une émission sur Radio Univers Gaïa qui nous accueille ce soir pour échanger sur le thème de la relation d'amour, la relation dans le couple notamment, puisque c'est le thème plus particulièrement prévu pour ce soir. Alors, nous sommes dans cette troisième partie, Jacques, avec justement, vous le disiez à l'instant, quelques règles relationnelles qui peuvent vraiment nous aider à changer d'univers, changer de qualité de vie sur le plan du couple. Guillaume, est-ce que tu veux bien reprendre, si tu veux, par rapport à cette thématique, sur les questions qui intéressent déjà nos auditeurs là-dessus? Bien sûr. Écoutez, Jacques, je vais vous proposer simplement de continuer sur votre lancée concernant donc l'hygiène amoureuse. Voilà. De nous dire un petit peu plus ce que vous entendez par là. Alors, donnez déjà les balises. Vous savez, une balise, c'est un point de repère fixe. La balise qui vous dit Marseille 110 km, elle ne vous dit pas d'aller à Marseille, mais elle vous indique que si vous avez l'intention d'y aller, c'est plutôt dans cette direction et qu'il y a 110 km qui vous attendent. Donc, je vais vous proposer déjà quelques balises pour construire une relation de couple qui aura quelque chance de s'inscrire dans la durée. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a 100 ans, la durée moyenne de la vie d'un couple en Europe, 14 ans et demi. Aujourd'hui, je rencontre ma blonde à 25 ans, elle a elle-même 25 ans, nous avons 64 ans et demi potentiellement à vivre ensemble. Et donc, si on veut tenir le coup pendant 64 ans et demi, il faut vraiment s'en donner les moyens et ne pas manquer les balises que je vais vous proposer. Alors, quelles sont les balises? Premièrement, pour s'allier, vous voyez, mettre une alliance, il faut être délié. 35% des couples, un des deux n'est pas délié. Il n'est pas délié de papa, de maman ou d'un précédent amour. Donc déjà, ce couple-là, ils vont dans le fossé. Pour s'allier, je le répète, il faut être délié, c'est-à-dire avoir une autonomie affective suffisante, avoir fait le deuil d'une perte, d'une séparation, avoir fait le deuil de papa-maman, car vous avez certaines femmes, vous avez certains hommes qui vont téléphoner 2, 3, 4 fois par jour, ou laisser leur mère ou leur père téléphoner 2, 3, 4 fois par jour, envahir l'espace de la vie du couple et donc parasiter la relation à deux. Ça, c'est la première balise. Deuxième balise, être capable de s'engager. Et s'engager, ça veut dire être capable de choisir. Et choisir, c'est renoncer. Si je te choisis toi, ma chérie, je renonce aux autres. J'ai envie de vivre avec toi des choses que je n'aurais envie de vivre qu'avec toi. Je te privilégie par rapport à d'autres. Et vous savez comme moi, en particulier, que certains hommes, eh bien, ils choisissent, oui, mais ils gardent sous le coude, on ne sait jamais, 2 ou 3 autres relations, et dont ils n'arrivent pas totalement à renoncer. Choisir, c'est renoncer. Et puis s'engager, c'est, et je vais surprendre beaucoup de gens en disant cela, c'est avoir une autonomie affective, matérielle suffisante pour ne pas faire dépendre la satisfaction de ses besoins de l'autre. Pour ça que j'ai dit très tôt à mes filles, quand un garçon vous dira je t'aime, j'ai besoin de toi, je ne peux pas vivre sans toi, fuyez à toutes jambes. Ne prenez pas cela comme une marque d'amour, prenez cela comme une tentative d'appropriation. J'ai besoin de toi, c'est terrible. Donc, il faut une autonomie affective, une autonomie matérielle suffisante, ce qui explique d'ailleurs qu'au siècle dernier, jusqu'au XIXe siècle, eh bien, les femmes n'arrivaient pas à sortir d'une relation. Elles étaient dépendantes économiquement, elles dépendaient totalement de leur mari
mari et n'avaient pas la possibilité, paradoxalement, voyez-vous, de s'engager personnellement. Elles étaient prises, comme on dit, dans les liens sacrés du mariage qui les enfermaient souvent. Pour s'allier, être délié, deuxièmement, capacité à s'engager, troisièmement, capacité à se projeter dans l'avenir. Est-ce que je me vois vieillir avec cette femme? Est-ce que je la vois comme la mère de mes enfants? Est-ce que je me vois vieillir avec cet homme? Est-ce que je le vois comme le père de mes enfants? Et se projeter, ça veut dire, est-ce que je suis pour cet homme, pour cette femme, ce que moi j'appelle la relation principale? Car si une femme rencontre par exemple un homme qui a une addiction à l'alcool, la relation principale de cet homme, c'est à l'alcool. Elle viendra toujours en second. Si je pense à Éric Tabarly, le navigateur, sa relation principale, vous le savez comme moi, c'était la mer. Mais sa femme venait certainement en second. Elle a accepté cela. Si c'est un joueur qui a une addiction pour le jeu, sa relation principale sera le jeu, la drogue, l'addiction qu'il a, et son partenaire ne vient. Donc, vous voyez, vérifier si dans l'engagement, dans la projection de l'avenir qu'on va faire avec cette personne, cet homme ou cette femme, nous sommes bien au cœur d'une relation essentielle, d'une relation principale pour cette personne. Et puis, il y a ce que nous avons parlé dès le début, la capacité à nourrir la relation pour que cette relation soit porteuse de plus de messages positifs que de messages négatifs. Moi, je suis stupéfait quand je vais manger chez des amis. Vous savez qu'il y a 3-4 couples, mais des disqualifications permanentes d'un partenaire sur l'autre. Oh, j'entendais dernièrement une femme qui disait « Voyez ces étagères-là, ça fait 3 semaines qu'elles sont là. Oh, c'est un incapable, on ne peut rien lui demander. Il sait bien que j'ai besoin de ces étagères. » Mais donc, elle disqualifiait devant tout le monde son partenaire avec une sorte vraiment de dévalorisation de cet homme. Je les regardais, je disais, ils vont faire l'amour ce soir-là, ces deux? C'est pas possible, après avoir été aussi dévalorisés. Donc, vous voyez, ce que j'appelle nourrir la relation en faisant qu'il y ait plus de messages positifs, c'est-à-dire qu'il soit bon pour celui qui le reçoit, et pas trop de messages toxiques. Et puis, si on sait tout ça, ça c'est les balises de base. Il y a toujours 3 grandes crises à traverser dans tous les couples, quelle que soit la durée de vie de ces couples. La première crise, c'est la première phase, c'est la phase fusionnelle. 1 plus 1 égale 1. C'est le stade du nous, ou du oh, nous on aime Mozart, nous on aime la mer, nous on aimerait avoir des enfants, nous, vous voyez, c'est un nous, un on fusionnel. 1 plus 1 égale 1. Alors ça dure quelques mois, quelques années parfois. On croit que c'est la phase idéale, ça. C'est la phase de la relation amoureuse. Des fois, on ressent les mêmes choses. Il y a les mêmes mots qui sortent au même moment de la bouche. Eh ben, c'est une phase un peu idyllique, mais il faut sortir de cette phase pour passer de 1 plus 1 égale 2. C'est là qu'on va découvrir, oui, on aime Mozart, mais moi j'ai mis 12 ans, écoutez bien, j'ai mis 12 ans à entendre que, oui, nous aimions Mozart tous les deux, mais elle aimait les concertos pour piano, et moi j'aimais les opéras de Mozart. En 12 ans de mariage, on n'a jamais été ensemble, on n'a jamais été écouté du Mozart. C'est paradoxal, on n'aimait pas le même Mozart. C'est comme celui qui dit « j'aime la montagne ». Oui, il y en a un qui aime la montagne pour faire de l'alpinisme, et elle aime la montagne pour être au chalet avec une paire de jumelles, regardant son bonhomme faire de la montagne avec un bon livre sur les genoux. C'est pas la même montagne. Donc, 1 plus 1 égale 1, sortir de cette phase. 1 plus 1 égale 2, c'est la phase. Et est-ce qu'on pourrait pas dire 1 plus 1 égale 3 finalement, c'est-à-dire 2 individus à part entière? Merci. On y va. Ça, c'est la troisième d'accord. Pardon. On y va. Enfin, je vais y aller. Mais attention, il y a peu de couples qui arrivent paradoxalement à cette phase. Ça veut dire 1 plus la relation qui est à nous égale 3. Ça veut dire que dans un couple, il va falloir découvrir qu'une relation de couple a des besoins qui sont très différents des besoins de chacun des protagonistes du couple. Pour qu'une relation reste vivante, ardente et stimulante dans la durée, il va falloir que chacun des partenaires découvre que une relation de couple
a des besoins qui lui sont propres et qui sont parfois différents des besoins de chacun des deux. Et prenons cet exemple. Par exemple, ma femme est très attachée à ses parents, sa mère est malade, etc. Donc, c'est important peut-être pour elle. Elle peut être déliée, avoir suffisamment d'autonomie, mais de ne pas trop s'éloigner. Et puis, on me propose un poste en Allemagne ou en Italie ou au Québec. Est-ce que j'accepte la proposition? Mais si je fais ça, je mets en danger ma relation de couple. Je risque de la déséquilibrer. Alors je dois réfléchir si la décision que je vais prendre, de même que si je tombe amoureux de ma secrétaire, je peux tomber amoureux puisque je ne peux pas me dicter mes sentiments. Mais là où je peux avoir du contrôle, c'est je peux tomber amoureux de ma secrétaire, mais je peux ne pas ouvrir une relation avec elle parce que je sais que si j'ouvre une relation avec elle, je mets en danger, je fragilise ma relation de couple. Or, si elle est importante pour moi, il vaut mieux que je renonce à la mettre en danger en ayant ce que j'appelle une relation tierce. Alors voilà les trois phases qui vont se développer en crise. Et vous savez, tous les couples vont être confrontés à l'une ou l'autre des trois alternatives que je vais maintenant dire, soit subir. Ça, c'était le cas des femmes de ma génération. Les femmes de ma génération, j'ai 78 ans, étaient sacrificielles. Elles étaient sacrificielles. Elles restaient 30 ans, 40 ans dans des relations invivables pour elles, avec un type qui buvait, qui les frappait, qui avait des relations tierces ou qui faisait passer ses amis avant elles, etc. Donc, on subit. Alors on subit avec beaucoup d'alibi pour les enfants, on ne va pas divorcer quand même, ou mon mari est alcoolique, je ne vais quand même pas le lâcher, je vais essayer de l'aider quand même, peut-être qu'un jour il va arrêter de boire. Alors on va subir avec l'espoir que notre amour arrivera à changer l'autre. L'autre alternative, c'est réinventer le couple. Ça, c'est si les couples veulent rester ensemble, il faudra que chaque 12 ans, chaque 15 ans à peu près, ils tentent de réinventer. Parce que je ne suis pas le même homme que tu as épousé il y a 15 ans. Je ne suis pas la même femme qui a épousé cet homme 15 ans avant, ou 20 ans, ou 10 ans avant. Et puis la troisième alternative, la séparation. Aujourd'hui, 2 couples sur 4 se séparent. Et ce sont les femmes. 73% des divorces sont demandés par les femmes. Beaucoup de femmes, au fond, sauvent leur peau. Combien de fois ai-je entendu des femmes dire « mais ce divorce m'a mis au monde, j'ai pu enfin accéder à la femme que j'étais, alors que pendant des années j'étais soumise, j'étais dépendante, j'étais au service des besoins de mon partenaire, etc. » Voilà, où on subit, on réinvente du couple, ou on accepte de se séparer, et le dire quand même clairement, un divorce, une séparation n'est pas nécessairement un échec, ça veut dire que ça confirme l'incompatibilité. Mais il faut apprendre à se séparer sans se détruire, car vous savez comme moi que souvent, après un divorce, le conflit continue. Les enfants deviennent les otages d'ailleurs de ce conflit, souvent à travers la pension alimentaire, la façon de les habiller, de les éduquer, etc. Mais voilà le devenir d'un couple d'aujourd'hui. Le devenir d'un couple d'aujourd'hui, mais les femmes sont de moins en moins prêtes à subir. Et je le répète, 73% des divorces sont demandés par les femmes, où on réinvente la relation. Alors pour réinventer la relation, je vais encore donner 3 balises. Et ceux qui m'écoutent, ce sont pour moi des balises qui m'ont beaucoup aidé dans mes propres engagements. Mieux définir ses attentes. Qu'est-ce que j'attends de toi? Et toi, ma chérie, ou mon chéri, qu'est-ce que tu attends? Hein, c'est la question que je voulais vous poser, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui parfois peut être mal pris par le partenaire ou ce qui peut être parfois difficile à initier dans une relation, c'est à un moment donné de se dire bon, il serait peut-être bien qu'on parle d'une façon un peu, qu'on échange un petit peu sur notre vision de l'amour, par exemple. Comment j'aime être aimé, comment j'aime aimer, qu'est-ce qui est important pour moi dans une relation. Passer même un week-end, vraiment prendre du temps. Quelles sont mes attentes? Et que ce soit dans le domaine sexuel, que ce soit dans le domaine affectif, que ce soit dans le domaine social. Cette femme me disait, mon mari, c'est un geste pour lui très affectueux, et en public, il me donne une tape sur les fesses, et ça, c'est insupportable pour moi, ça m'humilie. Ou cet autre qui me disait, au bout de 6 ans de mariage,
j'ai découvert que mon mari, je vais être un peu trivial, mais c'est très important cela. Il sortait des toilettes, il se lavait pas les mains, il rentrait dans le lit, il voulait me caresser. Je me sentais humilié, je me sentais pas respecté. Et cette femme me disait, ça fait 6 ans que je fais plus l'amour avec cet homme que pourtant j'aime, mais je ne supporte pas, qui ne me respecte pas. Vous voyez, les actes de toilette, la propreté, ça c'est un des dilemmes qui n'est jamais ou rarement abordé dans un Oui. couple et qui est toujours très présent. Le problème des odeurs. Combien d'hommes, vous savez, quand ils ont ces blue jeans que j'appelle des blue jeans ramasse-merde là, qui sont effilochés, qui ramassent toutes les crottes des trottoirs, ils rentrent dans leur chambre, ils jettent le blue jean par terre, ils se lavent pas les pieds ni les mains, etc. Ils rentrent dans le lit et ils commencent. Beaucoup de femmes ne supportent pas cela. Et c'est ça qu'il faut dire, ce qui va détruire une relation, qui va la fragiliser. C'est pas ce qu'on lit dans Nous deux ou dans les romans à l'eau de rose, l'éruption d'une maîtresse, d'un amant, etc. Ça peut surgir dans une relation de couple. Ça peut créer un petit chaos, un séisme, une tempête. Mais contrairement à ce qu'on pense, ça ne sépare pas aussi souvent qu'on ne le croit un couple. Et ce qui Alors sépare, c'est l'accumulation. Comment faire pour aborder justement ces sujets délicats, ces choses qui ne sont pas forcément faciles à dire à quelqu'un? Comment faire selon vous pour pouvoir... Eh bien, se mettre, consacrer un week-end, dire voilà, je prends une feuille de papier, pendant 1 heure ou 2, je vais essayer de réfléchir, quelles sont les attentes que j'ai à ton égard. Ce sont des attentes, ça ne veut pas dire que tu es obligé d'y répondre, mais au moins, tu dois savoir que moi, c'est ça que j'attends de toi et pas de quelqu'un d'autre. Et est-ce que toi, tu peux faire, ma chérie ou mon chéri, la même chose, mieux définir tes attentes. Et puis le deuxième point, définir ses apports. Voici ce que j'ai envie de t'apporter, que je n'apporterai pas à quelqu'un d'autre. Donc, mieux définir ses apports. Et toi, ma chérie, quels sont les apports? Alors, c'est là qu'on va voir que les apports ne répondent pas toujours aux attentes de l'autre et qu'il y a des décalages. Et c'est le troisième point, et ça, c'est le point le plus important, apprendre à témoigner, à découvrir de nos zones d'intolérance. Voilà, apprendre à témoigner que nous avons chacun des zones d'intolérance, que pour une femme, ça peut être insupportable de voir son bonhomme se curer les dents avec le couteau à fromage, que c'est important de ne pas se laver les mains, que c'est important de ne pas tirer, pas simplement tirer la chasse d'eau, je m'excuse d'être trivial, mais c'est ça qui blesse une relation de couple. Mon chéri, il suffit pas de tirer la chasse d'eau, il faut aussi passer un petit coup de balai, tu vois, parce que quand je rentre moi après toi dans les toilettes, je vois que ça. Et combien ça entretient, voyez-vous, de non-dits, combien ça entretient de frustration, combien ça réveille, vous avez prononcé le mot tout à l'heure, combien ça réveille des blessures archaïques, d'humiliation, des blessures archaïques d'impuissance, des blessures archaïques d'injustice, qui vont tarauder, qui vont vraiment maltraiter une vie de couple qui pourrait être beaucoup plus belle, beaucoup plus merveilleuse si on était plus attentif à mieux C'est-à-dire définir. que parfois vouloir être aimé de façon, vouloir être aimé de façon inconditionnelle ou à vouloir être authentique ou vouloir, finalement, on se rend pas compte que les attitudes qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre sont pas toujours très respectueuses de ses propres valeurs, de ses propres zones comme vous disiez tout à l'heure, de ses propres zones d'intolérance, et qu'il est important à un moment donné d'arriver à communiquer là-dessus, d'arriver à échanger là-dessus, même si c'est un peu formel, de faire. Sans reproche, voyez, sans accusation de l'autre, sans reproche, mais en énonçant, j'ai des demandes. Alors tu réponds, tu ne réponds pas. Voilà. Elle peut demander tous les soirs. Moi, je souhaiterais que tu te laves les mains au moment de te coucher ou en passant à table, etc. Alors, il ne va pas nécessairement se soumettre. Il ne va pas nécessairement, parce que ça lui rappelle sa mère. Il n'est plus un petit enfant, il a 35 ans, il a 40 ans. Il dirige une boîte où il y a 50 employés sous ses ordres. Il ne supporte pas cela. Mais au moins, elle définit sa demande et elle lui rappelle, tu sais que même si tu ne réponds pas à ma demande, ça ne supprime pas ma demande. Ma demande est toujours là. Elle est potentiellement présente dans notre relation. Tu réponds, tu ne réponds pas, mais moi, pourrait-elle dire, ou pourrait-il dire, parce que ça marche dans les deux sens, cette demande-là est importante pour moi. Et si elle pouvait faire l'objet d'un apport, d'une réponse possible, je crois que ça
ça consolide. Donc, vous voyez, définir ses attentes, ses apports et surtout, mieux témoigner de ces zones d'intolérance. Et elles sont nombreuses, les zones d'intolérance, dans beaucoup de domaines, quand l'autre... par exemple, quand on attend d'être entendu dans son ressenti, je rentre à la maison, je vais vous donner 2 ou 3 exemples banals. Je rentre chez moi, c'est 6h30, et je dis j'ai froid, j'ai pas chaud. Elle me répond, mais le radiateur est à 28. Ma chérie, je ne suis pas en train de te parler du radiateur, je suis en train de te parler de moi. C'est moi qui ai froid. Et moi, je souhaite être entendu dans le fait que j'ai froid. Ne te sens pas coupable parce que le radiateur n'est qu'à 28 ou à 23, qu'importe. Vous voyez, nous avons besoin d'être entendus dans le registre dans lequel nous exprimons. Quand je tentais de lui dire « je n'aime pas ta mère », comment tu n'aimes pas ma mère? Mais tu devrais, elle t'aime beaucoup, tu es important pour elle. Peut-être qu'elle m'aime, peut-être que je suis important pour elle, mais moi, je ne l'aime pas, je me sens mal à l'aise. Je pense d'ailleurs qu'elle aurait souhaité pour toi un époux qui soit plus prestigieux, qui soit architecte ou professeur d'université ou je ne sais pas quoi, qu'importe. Donc, est-ce que c'est possible que je puisse te dire que je n'aime pas ta mère sans que ça te blesse? Parce qu'il ne s'agit pas de tes sentiments, il s'agit des miens. Et on ne peut pas commander à ses sentiments. Je ne peux pas me commander d'aimer ta mère. Je peux la respecter, je peux l'apprécier. Je peux découvrir qu'elle est une excellente cuisinière, une grand-mère formidable pour nos enfants. Et cependant, moi, je n'ai pas des sentiments très positifs à son égard. Ça, c'est très important dans le couple, que chacun puisse se dire, être entendu dans le registre dans lequel il parle. Ça veut pas dire... C'est un discours de vérité et l'idée, c'est que l'autre puisse entendre la vision du monde, puisse entendre les ressentis de la personne qu'elle a en face d'elle, sans forcément le prendre pour elle, sans forcément se culpabiliser. Alors ça me fait un peu penser, pour le coup, à un travail de cohésion, presque. On fait un travail de cohésion d'équipe dans une entreprise où on essaye d'aller chercher, de mettre en place une bonne intelligence émotionnelle et une bonne intelligence relationnelle entre les gens pour qu'ils puissent travailler ensemble. Et du coup, ça me fait un petit peu penser à ça. Finalement, on peut faire de la cohésion dans un couple, dans une relation affective, amoureuse, comme on pourrait la faire, finalement, d'une façon peut-être un petit peu différente, avec des outils un peu différents, mais comme on pourrait la faire dans une entreprise pour que les gens puissent collaborer, puissent s'entendre et puissent travailler ensemble. Ah, tout à fait. C'est très pertinent ce que vous venez de dire, d'associer, car les règles d'hygiène relationnelle que j'enseigne, elles sont valables. Et moi, je suis traduit en 28 langues, hein, en chinois, en coréen, en russe, en japonais. Enfin, je donne les langues les plus atypiques, en turc, en grec, bon, qu'importe. Eh bien, vous auriez dû me le dire, je vous aurais fait l'interview en chinois. Mais bon, trop tard. Alors, j'enseigne donc que ces règles dites d'hygiène relationnelle sont valables dans toutes les situations. Elles n'ont pas les mêmes enjeux, elles n'ont pas la même portée, elles ne touchent pas aux mêmes strates de la communication, mais c'est les mêmes. Ça veut dire, et c'est pour ça que dans une entreprise, en début d'année, on pourrait se mettre d'accord sur une mini plateforme. On pourrait dire, tiens, on va adopter, si vous êtes d'accord, là, dans les 12 personnes qui avons à travailler ensemble, on pourrait adopter 5 règles d'hygiène relationnelle. Et on s'engage à les respecter. Par exemple, ne jamais parler sur l'autre, parler à l'autre. Par exemple, ne pas utiliser la communication indirecte. Tu sais un tel, non. Je parle de moi à l'autre, je ne parle pas sur les autres, etc. Découvrir que nous sommes toujours 3, l'autre, moi, et la relation qu'il y a entre nous, que cette relation a 2 bouts, que chacun est responsable de son bout. On pourrait, voyez-vous, et dans un couple, et dans une équipe, dans une entreprise, décider, se mettre d'accord sur une plateforme minima qui rassemblerait 4, 5, pas plus même, et je vous assure qu'il y aurait moins de souffrance, qu'il y aurait moins de tension, qu'il n'y aurait pas cette incroyable violence qu'il y a aujourd'hui dans le monde du travail, d'insécurité, de stress, qui fait que la médecine du travail est débordée et n'arrive pas à répondre à toutes les attentes. Mais ce qui fait aussi, si je remets sur le plan du couple, que on en arriverait quand même à ne pas faire que 2 couples sur 4 se séparent, mais pourraient se donner plus de moyens pour non seulement continuer à s'aimer, mais continuer à vivifier la relation dans laquelle ils vont peut-être apprendre à donner le meilleur de l'autre pour rencontrer le meilleur de soi. Oui, parce que finalement, dans ce que vous me dites, ça me fait penser à la conversation qu'on avait juste avant le début de l'émission, c'est-à-dire sur
toutes ces recherches en neurobiologie qui nous montrent qu'effectivement, il y a des neurones dans le cerveau, c'est-à-dire que les cerveaux seraient un peu comme des émetteurs-récepteurs qui communiqueraient entre eux un petit peu à notre insu, c'est-à-dire que, comme vous disiez tout à l'heure, on peut se communiquer des choses les uns aux autres à distance sans forcément utiliser les canaux, les canaux de communication habituels, c'est-à-dire la voix, le ton de voix, le langage corporel, etc. Et finalement, ce qu'il est important peut-être que les gens comprennent, c'est que quand quelque chose n'est pas dit dans une relation, quand un problème n'est pas abordé, ou que ce soit dans une relation amoureuse ou dans une entreprise, finalement, il y a quand même des informations qui se communiquent d'une façon inconsciente et les gens... Ça va ressurgir. Ça va ressurgir, ça va se sentir, oui. Oui, c'est le psychanalyste Jacques Lacan qui disait qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, ça parle quand même. Et au passage, puisque nous sommes sur la communication en couple, ça va retentir tous ces non-dits, toutes ces décalages dans le dire et l'entendre, dans le recevoir et le donner, vont se traduire très souvent justement sur le plan de la communication sexuelle. Et pour moi, un des aboutissements, par exemple, de cette communication sexuelle, c'est quand justement on peut passer de la communication sexuelle qui réunit tous les langages, celui des sentiments, celui de l'inconscient, celui du corps, celui des émotions, celui des vibrations dont j'ai parlé tout à l'heure, quand on peut passer de la communication sexuelle à la communion sexuelle. Ça aussi, c'est ce que je souhaite à tous ceux qui m'écoutent, que de pouvoir vivre un épanouissement, d'abord une rencontre, un épanouissement, un accès au désir, un accès au plaisir partagé, amplifié dans ce qui est pour moi une des choses les plus merveilleuses, la communion sexuelle. Et en fait, là encore, on va retrouver toujours cette infinie double destination qui est à la fois cette aspiration que nous avons tous à être aimés à partir de nos valeurs, nos aspirations, et puis en même temps ce confort de vie, puisque ce confort lui va découler de règles, y compris sur le champ sexuel d'ailleurs, puisque il y a à la fois cette aspiration qui va faire ma vibration, et puis en même temps, ce que j'entends, Jacques, c'est cette attention que chacun doit absolument porter sur les règles de fonctionnement, sur les attitudes, et qui vont, eux, générer du confort, que ce soit sur le plan relationnel, matériel, sexuel, etc. C'est vraiment à travers les principes, les comportements, les règles du jeu qu'on gagne en confort, et ce confort, du coup, favorise bien sûr l'accès à cette aspiration que nous avons, et que parfois, on peut continuer à aimer, mais comme les règles ne sont pas respectées, mais à un moment donné, on doit finalement renoncer parce que simplement, on n'a pas su communiquer sur ces règles, communiquer sur ces attitudes, communiquer sur ces modalités de comportement qui permettent d'accéder finalement à cette aspiration que nous avons tous, qui est d'être aimé, reconnu, et d'être dans cette intensité de partage, de qualité de relation, puisqu'après tout, c'est bien à travers la qualité de cette relation que notre vie finalement se révèle dans sa vivance la plus élevée. C'est la vivance, c'est la créativité la plus élevée. Oui, et puis pour prolonger tout à fait ce que vous dites, c'est de rappeler quand même qu'il y a un lien très étroit entre la qualité des relations significatives en amont de la vie, papa-maman, mais au cours de la vie, en particulier les relations conjugales, les relations professionnelles, il y a un lien très étroit entre la qualité des relations et l'état de santé. Moi, je vais vous dire les chiffres. Je viens d'une génération, je l'ai dit tout à l'heure, de femmes sacrificielles qui restaient souvent dans des relations qui étaient pourtant invivables pour elles. Les femmes de ma génération ont payé très cher. Je vais vous dire les chiffres. 60% des femmes, 6 femmes sur 10, on a opéré la poitrine, le ventre, l'utérus. Je ne veux pas ça pour mes filles, ni pour les femmes que je vais aimer dans les 50 prochaines années. Apprenons à nous respecter, apprenons au-delà de l'amour, apprenons à nous proposer des relations qui puissent s'inscrire dans la durée et qui visent à favoriser, le meilleur de soi pour rencontrer le meilleur de l'autre. Alors justement, c'est un message que j'ai envie de faire passer par rapport à cette histoire d'apprendre. Beaucoup de gens, moi je me suis longtemps senti, comme vous le disiez en début d'émission, un peu handicapé des relations, parce que j'avais pas forcément appris ou j'avais pas forcément peut-être eu les modèles qui m'ont permis de pouvoir
savoir comment communiquer, me sentir à l'aise avec le fait de parler de mes émotions, de parler de mes ressentis. Et du coup, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, il y a des possibilités d'apprendre à communiquer différemment, apprendre à créer des liens de façon différente. On a des mécanismes qui se sont mis en place avec un certain nombre de conditionnements et d'expériences de vie, mais malgré tout, notre cerveau a une certaine plasticité. Oui. Et on peut toujours, ça c'est les dernières recherches en neurobiologie qui nous montrent qu'effectivement on peut encore créer des neurones, on a des pouponnières à neurones dans le cerveau qui, quand on apprend à faire différemment, vont quelque part fabriquer de la nouvelle neurone pour aller nous câbler différemment, nous remodeler le cerveau. Et donc en quelque sorte, on peut apprendre à communiquer, on peut apprendre également, ou se faire en tout cas accompagner quand on est dans une relation où on sent qu'on arrive un petit peu chacun à nos limites et qu'on n'est plus capable ni l'un ni l'autre de poser des choses. Et ben peut-être que parfois il est intéressant d'aller trouver une troisième personne qui va pouvoir nous accompagner, qui va pouvoir nous écouter dans nos difficultés, et puis nous aider à sortir un petit peu de cette boîte dans laquelle on s'est enfermé pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir changer des choses. Voilà, Oui. donc ça c'est le message que je voulais faire passer. Tout à fait. Il y a beaucoup d'approches, que ce soit la médiation conjugale, la médiation familiale, soit des psychothérapies, soit des coachings de vie qui permettent de traverser comme ça une période difficile, une période d'épreuve que beaucoup de couples vont rencontrer parfois sur leur parcours de vie. Oui, oser se faire accompagner, oser se faire aider. On n'est pas moins, on n'est pas infantilisé quand on peut tenir la main de quelqu'un pour traverser un passage difficile. Et il y en a pas mal de passages difficiles dans une vie de couple. Tout à fait. Sachant que un des axes vraiment importants, je sais, Jacques, que vous nous le rappelez aussi très très fréquemment, c'est vraiment de revenir aussi à une communication avec soi, je crois, c'est ça. Oui. Vous rappelez ça souvent comme la première source de la qualité relationnelle, qui est d'abord, bien sûr, de s'écouter, de s'arrêter, je crois. Si je ne suis pas un bon compagnon pour moi, je ne serai pas non plus pour les personnes que je prétends aimer, ma femme, mes enfants, mon environnement immédiat. Apprendre à être un bon compagnon, ça veut dire, et vous avez dit le mot, faire connaissance. Connaissance, CO, trait d'union, naissance. Ouais. Ça veut dire pas cumuler du savoir uniquement, mais accéder effectivement parce que vous le savez comme moi, et ces recherches en neurobiologie le montrent, combien nous n'utilisons qu'une toute petite partie de nos potentialités. Nous avons beaucoup de ressources, nous ne les utilisons pas toutes. Nous avons un pouvoir d'auto-guérison, un pouvoir de créativité, un pouvoir de réinventer notre existence plus considérable qu'on ne le croit. On se laisse trop souvent définir par l'autre, on se laisse accabler par le surgissement d'une épreuve, la perte d'un enfant ou l'éruption d'une maladie, d'un accident, etc., ou un licenciement aujourd'hui qui va bousculer comme ça une vie personnelle, c'est vrai, mais nous avons, je crois, et ça c'est le message des 65 livres que j'ai écrits, autant sur le couple, sur les enfants, ce message que nous pouvons apprendre à être un meilleur compagnon pour nous-mêmes. Voilà, exactement. Et surtout, lire, c'est bien. C'est très bien, puisque ça commence par là. Mais je dirais presque que l'idée, c'est pas simplement d'écouter les conseils, il faut les suivre. Parce que souvent, quand on donne des conseils aux gens, ils ne les suivent pas. C'est surtout, ne nous croyez pas sur parole, expérimentez, puisque c'est vrai que beaucoup de changements se font quand on se met en mouvement, quand on bouge, quand on va en formation, quand on se fait accompagner, quand on est en mouvement, peut-être ne serait-ce que d'aller voir des conférences. Il y a beaucoup de gens qui font du développement personnel au travers de lectures, de livres, et parfois ils ont un savoir effectivement augmenté, et comme vous disiez tout à l'heure par rapport à votre grand-mère, ils ont pris conscience de pas mal de choses qui vont pas, peut-être qu'ils ont quelque part un endroit qui se dégonfle tout seul et qu'ils n'arrivent pas à gonfler, mais en tout cas l'idée c'est que pour changer ça, à un moment donné, il y a moyen, il faut passer à l'action, il y a des possibilités, il y a des outils, donc l'idée c'est à un moment donné de passer à l'action, et ça c'est vraiment quelque chose que je tiens à dire, même par rapport aux relations humaines, voilà, on peut apprendre, et surtout, il faut agir.
Mhm. Eh bien, merci Guillaume pour cette petite précision. Alors, merci Jacques aussi pour tous ces éclairages, ces clés, ces règles comme ça qui ont pu être partagées ensemble ce soir. Alors, on va arriver sur la dernière partie de l'émission, la toute dernière partie, pour conclure un petit peu cette émission. Est-ce que Jacques, vous avez actuellement des informations comme ça que vous aimeriez faire passer? Alors, peut-être nous parler en quelques mots de ce dernier livre que vous avez écrit sur Voyage au pays de l'amour, ou peut-être des informations, des actualités particulières que vous auriez envie de nous partager, de faire connaître auprès de nos auditeurs? Eh bien alors, ce dernier livre, Voyage au pays de l'amour, c'est une sorte effectivement de synthèse, d'une part pour tenter de réconcilier les gens avec l'amour, parce que j'aurais dû le dire dès le début, l'amour est un paradoxe. C'est à la fois une des choses les plus recherchées et certainement les plus maltraitées. Donc, apprenons à nous réconcilier avec l'amour. J'avais écrit au moins 15 livres déjà sur l'amour, mais ce livre est une synthèse dans laquelle j'ai dit un peu l'essentiel ce soir. Quels sont les ingrédients, les bases de la rencontre amoureuse? Qu'est-ce qui doit présider à la relation de couple? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour nourrir, entretenir, vivifier une relation dans la durée? J'ai dit que l'essentiel dans le livre, bien sûr, je développe à l'aide de nombreux exemples. Donc, je voudrais reprendre le terme d'une de mes filles qui a 40 ans, qui m'a dit, mais papa, ce livre, c'est la Bible de l'amour. On apprend vraiment peut-être à mieux entendre, à mieux comprendre comment nous pouvons vivifier ou maltraiter l'amour que nous avons, comment nous pouvons vivifier ou maltraiter l'amour que nous recevons. Parce qu'au fond, l'amour, c'est cette synthèse entre le donner et le recevoir. Quand le donner et le recevoir se fondent dans un même geste, se fondent dans une même intention, se fondent dans un même cadeau, donner et recevoir. Vous voyez, je suis en train de croiser mes doigts, de joindre mes mains, là, en vous parlant. Eh bien, c'est l'image un peu du couple, voilà, dans lequel le don et la réception vont se fondre dans un même mouvement, dans un même agrandissement de soi. Alors, voilà mon message. Bon, bien sûr, si les gens vont sur mon site internet, www. On va le rappeler. Vous allez le rappeler, voilà, il y a beaucoup d'informations. Allez-y, Jacques, donnez-nous votre site internet. Donnez aux auditeurs votre site. www.j comme Jacques, Salomé sans accent.com. Et là, il y a beaucoup de textes on peut décharger gratuitement. Il y a sur. Alors, si les gens veulent passer à l'action. Oui. Si les gens veulent justement passer à l'action, peut-être vous rencontrer. Est-ce que vous faites encore des conférences, des formations? Bien sûr, je fais des conférences, quelques séminaires, beaucoup à l'étranger, mais encore quelques-uns en France. Et là, sur ce site, il y a une zone de parole. Moi, je ne fais pas beaucoup de publicité pour mes séminaires, mais les gens qui sont intéressés, ils demandent où c'est que Jacques Sommet donne une conférence séminaire, et ils ont toute la liste qui va s'afficher et qui va leur permettre de faire des choix en fonction de leur centre d'intérêt. Je fais des séminaires effectivement sur la relation de couple, sur la relation aux enfants, sur la relation à soi-même, sur la relation dans le monde du travail et surtout, ça c'est mon dada, sur la communication à l'école, car je considère que on devrait apprendre la communication comme une discipline à part entière dès l'école maternelle, car je considère que c'est le seul antidote non violent à la violence. On est bien d'accord. Et vous êtes aussi le père de la méthode ESPER, pour ceux qui ont déjà entendu parler. Voilà, je suis et c'est un sigle, énergie spécifique pour une écologie relationnelle essentielle. Le mot-clé, c'est écologie relationnelle, ça veut dire se proposer des relations en réciprocité, se proposer des relations dans lesquelles il n'y a ni gagnant ni perdant, qu'il y ait des relations gagnant-gagnant, des relations dans lesquelles il n'y a pas de dominant-dominé, il n'y a pas de soumission, on ne se laisse pas définir par l'autre, dans lesquelles il est possible de s'affirmer, de se positionner, de se faire reconnaître tel que je suis, et non pas tel que l'autre voudrait que je sois. Enfin, voyez-vous, toutes ces règles d'hygiène relationnelle qui s'affichent les unes après les autres et qui sont que chacun d'entre nous peut s'approprier, peut intérioriser, intégrer dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans sa vie amoureuse surtout, parce que je considère que
c'est une aventure formidable que l'aventure amoureuse. Elle se termine parfois pas toujours très bien, et ça c'est parce que nous sommes encore des Cro-Magnons dans ce domaine et que nous pouvons découvrir encore beaucoup de choses. Bon, parfois, elle se termine et ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir en recommencer une autre. Donc c'est comme une nouvelle aventure Parfois qui recommence. et rappeler que aimer c'est toujours la première fois, même si on a déjà une ou deux vies de couple derrière soi. Oui, c'est toujours la première fois parce que il faut réinventer chaque fois l'accord des sentiments, cette vibration dont j'ai parlé, et surtout mettre en place quelques règles d'hygiène relationnelle. Vous savez, on se lave les dents que depuis 100 ans. Un homme de mon âge, il y a 100 ans, il avait 3 chicots. Aujourd'hui, j'ai une dentition à peu près potable parce que je respecte une règle d'hygiène buccale. Me laver les dents 2 fois par jour, 3 fois quand je rencontre ma blonde. Eh bien, on pourrait apprendre des règles d'hygiène relationnelle pour construire, structurer, dynamiser une relation amoureuse pour qu'elle s'inscrive dans la durée, pour qu'elle s'inscrive dans le temps et surtout qu'elle permette l'épanouissement de l'un et de l'autre. Eh bien, merci Jacques ces belles paroles d'espoir et de développement. Merci. Alors bien sûr, rendez-vous sur votre dernier livre, hein, Voyage au pays de l'amour. C'est édité chez qui? Les éditions de l'Homme, c'est des éditions québécoises qui ont édité quelques-uns de mes livres. Ils sont très dynamiques. C'est un véritable manuel porteur de beaucoup de stimulation. Moi, je ne donne pas de recettes, vous savez, je montre des chemins possibles. On les prend pas, mais ces chemins, si on accepte de les suivre, c'est pas là où ils vont nous conduire, c'est tout ce qu'on va découvrir sur le bord de ces chemins si on avance dans telle ou telle direction. Eh bien, voilà une belle façon de profiter du voyage qui est la vie, en tout cas, hein, par ce voyage au pays de l'amour. Merci encore, Jacques, pour ces apports, ce partage, et d'avoir accepté de venir nous rejoindre pour cette émission ce soir. Guillaume, on s'approche bien sûr de la fin de notre émission. Je crois qu'on peut dire un petit mot sur la prochaine émission qui sera donc à l'écoute de sa réalité le 18 novembre prochain, qui s'adressera à ceux et à celles celles et à ceux qui ont une âme de thérapeute, et pour poser en fait la question de l'intelligence et de l'énergie, de son rôle aussi dans la guérison et la santé. Donc on restera sur ce thème, hein, bien sûr, du développement de soi et des autres à travers toutes ces Tout à fait. possibilités. D'ailleurs, l'intelligence de l'énergie rejoint l'intelligence relationnelle, l'intelligence émotionnelle. Effectivement, là, on va aborder cette question qui est cette question de l'énergie. On va parler de sophro-bioénergétique, de géo-bioénergétique. On va parler de toutes ces questions-là donc dans la prochaine émission. Et moi, je souhaitais bien évidemment remercier Jacques qui a toujours, vous êtes toujours aussi passionné, aussi clair, aussi aussi passionnant. Donc, je vous remercie beaucoup et aussi inspirant aussi, puisque moi je me considère comme un nouveau-né dans le milieu de ce métier en comparaison avec ce que vous avez fait comme parcours. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup à Jacques pour d'avoir accepté cette invitation. Merci également beaucoup à Maxime et à Maxime Robin donc, qui s'est occupé de la technique, et puis à Isabelle Coupeau donc, qui a créé avec Maxime cette radio Univers Gaïa, cette radio alternative du bien-être. Et puis merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs qui nous ont écoutés ce soir, en espérant que on les a aidés à avancer, en tout cas peut-être à faire un petit chemin, un petit bout de parcours supplémentaire dans leur existence, comme dit Jacques Salomé. Et voilà, merci Paul. Et puis, oui, merci à toi, mon cher Guillaume, hein, comme fidèle partenaire là-dessus. Encore un grand merci à Jacques Salomé. Je vous rappelle que si vous voulez continuer avec Jacques, nous vous rappelons une dernière fois son site internet, donc c'est www.j-salomé.com. Donc vous pourrez retrouver ces livres et toutes ces actualités concernant les formations, les séminaires, les conférences en France et à l'étranger. Merci à vous, merci encore à toute l'équipe, Maxime, Isabelle, et puis à tous nos auditeurs qui nous suivent chaque mois, de plus en plus nombreux. Merci aussi pour vos retours qu'on a par différentes voies de communication.
À très bientôt et on se retrouve le mois prochain pour cette prochaine émission sur l'écoute de sa réalité. Bonsoir à vous, merci.